Oui, pour répondre à ces questions ce soir, Patricia Lémonière, bonsoir. Vous êtes grand reporter, spécialiste des questions internationales. Vous êtes aussi l'auteur de Au cœur du chaos, publié aux éditions Artaud. À vos côtés, Bélir Nabli, bonsoir à vous. Bonsoir. Professeur des universités en droit public, auteur de Relations internationales, droit, théorie et pratique aux éditions Pedone, ou Pedone peut-être si on prononce à l'italienne. Pedone, à la française. De l'autre côté de la table, Gilles Bernstein. Bonsoir Gilles. Éditorialiste politique de France Info. Alors, avant de parler avec nos invités et de voir ce qui se passe aussi au Proche-Orient, une image en France qui symbolise les tensions soulevées par ce conflit israélo-palestinien, image d'un drapeau palestinien brandi cet après-midi par le député La France Insoumise Sébastien Delogu en plein hémicycle. Regardez. Monsieur Delogu, vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bureau. C'est inadmissible. Alors on va partir justement pour l'Assemblée nationale, retrouver sur place Thierry Curtet. Bonjour Thierry, la séance a été suspendue à la suite de cet incident, mais cela n'a pas empêché que la situation s'envenime encore un peu plus. Ouais, effectivement, Barbara. Alors d'abord, il faut resituer le contexte. La séance d'actualité au gouvernement était assez calme, assez habituelle lorsque l'incident est survenu, c'est lors d'une question d'une députée LFI, notamment sur les accidents, la catastrophe de Rafah et le problème palestinien, que le député Sébastien Delogu a brandi ce drapeau palestinien. Cela a provoqué instantanément, vous l'avez entendu, un énorme tumulte dans l'hémicycle. Yael Braun-Pivet a immédiatement suspendu la séance et réuni le bureau de l'Assemblée. Et pendant ce temps-là, les incidents se sont déroulés non plus dans l'hémicycle, plutôt aux 4 colonnes devant les journalistes. Là, un certain nombre de députés LFI sont venus pour s'expliquer. Lorsque le député LR Meyer Habib, le député des Français de l'étranger de cette région, est venu également aux 4 colonnes, et là, des mots particulièrement durs ont été échangés. Je vous propose de les écouter. Ces gens doivent être derrière les barreaux et ça nous concerne. Comment vous leur donnez la parole? Comment vous leur donnez la parole? À qui tu parles? À toi, on n'a pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu la... C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide? Apologie du génocide. Quelle apologie du génocide? Moi je regrette la mort de tous les enfants. S'il y a une justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, monsieur. Ne touchez pas, parce que là vous êtes dans les caméras. Vous êtes un scandale. Vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire de la les drapeaux palestiniens dans l'Assemblée. Vous avez plus de limite. Ils sont grattés 1000 fois de plus. Regardez-le. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à l'Assemblée nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Il fait honte au pays. Voilà. Et on devrait tous avoir honte d'être représentés par des gens comme ça, qui n'ont pas de cœur, qui ont un cœur à sens unique. L'accrochage, vous l'avez entendu, a duré plusieurs minutes. Lorsque l'Assemblée a repris ses travaux, Yael Braun-Pivet a annoncé quelles sanctions allaient être imposées à Sébastien Delogu, décidées par le bureau de l'Assemblée. Ce sera une censure, la sanction la plus élevée dans le règlement de l'Assemblée. Cela consiste en retenir la moitié de l'indemnité du député pendant 2 mois et surtout 15 jours d'impossibilité de participer aux travaux de l'Assemblée. Cette sanction a été confirmée par ce qu'on appelle un assis debout, de manière à ce que l'ensemble de l'Assemblée confirme cette sanction. Et là, on a vu tous les députés des bancs du centre, de la droite et de l'extrême droite se lever, et la gauche, au contraire, refuser cette sanction qu'elle juge disproportionnée, notamment au moment où 3 États européens reconnaissent l'État de Palestine. Sébastien Delogu a été obligé de quitter immédiatement les murs de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Thierry Curtet en direct de l'Assemblée nationale. On a vu cette altercation qui suit pas mal de réactions, notamment en plateau. On va revenir d'abord à l'incident initial avec vous, Gilles Bernstein. On a envie de dire, il s'agit encore une fois d'une provocation. Est-ce que c'est la provocation de trop ?
Alors je ne sais pas si c'est la provocation de trop, en tout cas c'est une provocation, mais c'est une provocation voulue, décidée, choisie. Ce n'est pas un hasard. Là, la France insoumise, Sébastien Delogu et Alma Dufour qui posaient la question, ont fait ce que font les insoumis depuis le début de cette mandature, c'est-à-dire, comment dirais-je, essayer là où les autres essayent d'incarner l'alternance, eux, ils incarnent une alternative. Ils nous expliquent, et ils expliquent à leurs électeurs, nous n'avons rien à voir avec ce modèle dominant, le Rassemblement national joue la respectabilité, et bien nous, à l'inverse, nous voulons montrer que nous ne sommes pas comme ce modèle dominant dont il n'y a rien à attendre pour nous forcer, nous tous, à être choqués, pour nous dire, vous tous, vous êtes davantage choqués par un drapeau palestinien à l'Assemblée que par des enfants qui meurent à Gaza, manière de montrer qu'il n'y a rien à attendre de tous les autres partis, y compris à gauche. Par exemple, le Parti socialiste a condamné le drapeau palestinien. Et bien donc, ils veulent montrer qu'ils sont les seuls à incarner ce qu'incarne réellement le peuple, qui se fout, pardonnez-moi l'expression, de ces jeux parlementaires et qui, eux, sont, pour une partie d'entre eux, dans la révolte, avec ce que vous appelez une provocation. Ils veulent montrer, encore et toujours, qu'ils veulent rompre avec le système, là où tous les autres, même les autres de gauche, acceptent le système. Donc c'est un pur stratège électoraliste, en fait. Ça sert à sensibiliser une partie de l'opinion qui ne leur serait pas encore acquise ? Absolument. Alors il y a cette stratégie qui est une stratégie générale avant le début de quinquennat, mais plus encore depuis le début plutôt de cette législature, parce qu'ils étaient une quinzaine et maintenant ils sont une soixantaine dans l'hémicycle. Donc c'est une stratégie qu'on avait vue à l'œuvre pour les retraites, c'est une stratégie qu'on a vue à l'œuvre tout le temps. Ne pas rentrer dans les codes de la classe dominante. Là, il y a en plus la proximité des élections européennes. On a compris, et chaque jour le renforce, que la France insoumise veut faire son beurre sur la défense de Gaza pour mobiliser sa base électorale, pour dire les choses en français, le plus souvent des jeunes, le plus souvent issus de l'immigration, et le plus souvent musulmans, très sensibles pour des raisons qu'on peut très bien comprendre, très sensibles par la cause de ce qui se passe à Gaza en général, et à Rafah hier en particulier, qui sont des gens qui théoriquement ne votent pas beaucoup pour les élections européennes, qu'il fallait mobiliser, et pour les mobiliser, il faut des actes forts pour, encore une fois, montrer que non seulement ils les défendent, mais qu'ils sont les seuls dans l'échiquier politique à les défendre. D'où la présence de Rima Hassan sur la liste, et d'où les happenings, comme on a vu aujourd'hui. Beaucoup d'observateurs disent que ça ne marche pas. Il faut être prudent avec ça. Manon Aubry, aux dernières élections européennes, avait fait 6 et quelques %. Là, elle est à 8%. 8% pour des élections européennes pour la France insoumise, c'est pas du tout un mauvais score. Alors cette séquence intervient après une question posée au Premier ministre sur la position de la France par rapport à la reconnaissance d'un État palestinien. Oui, absolument. C'est la présidente du groupe écologiste, Cyrielle Châtelain, qui avait posé la question, est-ce que la France a elle aussi l'intention de reconnaître l'État de Palestine comme l'ont fait la Norvège, l'Espagne et l'Irlande? Voici d'abord la réponse du Premier ministre, ou plutôt la non-réponse du Premier ministre, et ce qu'en a dit la présidente du groupe écolo. Oui, le président de la République a appelé à un cessez-le-feu. Oui, le président de la République a eu l'occasion de rappeler à plusieurs reprises que la France s'opposait à l'opération à Rafah. Il l'a dit directement au Premier ministre Netanyahou. Il a eu l'occasion de le dire publiquement. Madame la présidente Châtelain, on peut être extrêmement ferme et clair sur l'appel au cessez-le-feu, tout en étant extrêmement clair et ferme sur l'appel à la libération de nos otages. Il y avait deux questions. Est-ce que vous allez reconnaître l'État de Palestine? A priori c'est non, mais vous ne l'assumez pas. Est-ce que vous allez demander des sanctions contre le gouvernement israélien et Netanyahou? A priori c'est non, puisque vous ne répondez pas. Vous avez fait une réponse minable et politicienne. Les yeux du monde entier sont sur Rafah et vous vous empêtrez dans des démarches politiques. C'est vrai qu'on a senti la gêne du Premier ministre, on n'a pas l'habitude, jusqu'à présent il est plutôt à son avantage au Parlement en général et lors de ces questions en particulier. Vous savez que la séance du mercredi, maintenant il n'y a que lui qui répond. Là, il baisse la tête, il baisse les yeux. C'est rare dans le body language qu'on voit Gabriel Attal autant en difficulté. Il faut dire que la situation pour la diplomatie française est compliquée, parce que la diplomatie française, le chef de l'État défend une solution à deux États, un État d'Israël, un État de Palestine. Pour qu'il y ait une solution à deux États, on peut comprendre que certains veuillent reconnaître l'État de Palestine. C'est diplomatiquement
très compliqué pour la France, d'autant que ce ne sont pas les grands États qui l'ont reconnu, mais ce ne sont pas les plus grands États, mais ce sont des grands pays. L'Espagne est un grand pays, 40 millions d'habitants, l'Irlande aussi, la Norvège n'est pas membre de l'Union européenne, mais c'est un pays influent, traditionnellement très pro-israélien, donc le fait qu'ils le reconnaissent est important, donc c'est une question diplomatique compliquée pour le gouvernement. Et là, Gabriel Attal n'a pas eu la réponse, et ça s'est vu. Alors, avant de venir justement à cette reconnaissance d'un État palestinien, réaction de nos invités peut-être à ce qu'on a vu, ce drapeau palestinien brandi dans l'hémicycle. Patricia Lémonière. Alors, oui, ce drapeau palestinien, mais je veux dire, c'est le sujet par excellence clivant. Le conflit palestinien de toute l'histoire récente, des 60 dernières années, est un sujet qui clive complètement et qui divise profondément la société française. Et donc, chaque fois... on le voit parfois, on le voyait avant dans les médias, parfois des extrêmes prudences. Moi, je me souviens, dans un passé pas si lointain que ça, une quinzaine d'années, où quand il y avait quelque chose qui se produisait, mettons à Gaza ou en Cisjordanie, on voulait avoir le sujet de réponse tournée pratiquement en Israël. Tellement les communautés en France, aussi bien les communautés israéliennes et juives et les communautés musulmanes étaient sensibles sur cette question et hyper réactives. Donc il y a vraiment un terreau en France qui est très particulier. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est les mots employés aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va très loin dans les invectives et on va très loin dans le côté ordurier. Je pense que les hommes politiques peuvent porter les mêmes propos, et je suis d'accord avec Gilles Blanchard, tout ça est très, très politique, effectivement, et on est juste avant les élections européennes, mais on peut dire la même chose, on devrait dire la même chose avec la même force, mais sans employer un tel vocabulaire. Mais moi, ce que je trouve intéressant, au-delà des images caricaturales qu'on a pu voir, c'est en fait le lien entre les deux séquences que vous avez montrées. Je pense que la réponse ou la non-réponse de Gabriel Attal est précisément le genre d'attitude politique qui nourrit précisément la tension. On est dans un moment très, très étrange par rapport à l'histoire diplomatique de la France où en réalité, on n'est pas très clair. En général, la France a une voix forte, audible. Aujourd'hui, on a une voix qui porte très peu et en plus, elle n'est pas claire. Elle n'est pas lisible, elle est peu intelligible. Ça donne quoi? Ça donne quoi concrètement? Ça donne un ancien ministre des Affaires étrangères d'Emmanuel Macron, sur Le Drian, pour ne pas le citer, qui appelle à la reconnaissance d'un État palestinien, et en même temps, un président de la République qui garde un silence gêné sur une question que toute la communauté internationale se pose. Ça donne une France qui était extrêmement, audible et lisible sur la scène internationale et sur la scène européenne sur cette question-là, et au Moyen-Orient y compris, et qui aujourd'hui se trouve derrière l'Espagne, derrière la Norvège, derrière même l'Irlande, dont on parle, qui font l'actualité, qui donnent le là, qui mettent la lumière là où précisément la France n'a plus peut-être la volonté, peut-être l'audace de mettre la lumière. Depuis le début des événements, je fais juste une petite réponse, depuis le début des événements de Gaza, le discours français est quand même parfois très abscon. Souvenez-vous, quand le président français est tout de suite allé, au bout de 15 jours sur place, il a voulu créer cette coalition style Al-Qaïda contre le Hamas. Oui, contre le Hamas versus Al-Qaïda. Donc, si vous voulez, après, il a complètement changé. Donc, je trouve qu'on a quand même eu des incohérences dans la politique française majeures en ce qui concerne, effectivement, ces derniers événements. C'est votre analyse, Gilles Bernstein, on a trop tergiversé au point de se perdre soi-même, finalement. Oui, mais je voulais pas répondre à ça. Je voulais répondre à Bélic, parce que autant je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais créer un lien de causalité entre ce qu'ont fait les Insoumis et la réponse du Premier ministre, je trouve que c'est être naïf et rentrer dans le jeu des LFI. Il se trouve que je regardais la séquence. On sent que ça a été préparé. Quoi qu'ait répondu le Premier ministre, enfin, elle savait bien que le Premier ministre n'allait pas dire « je reconnais, la France va reconnaître l'État d'Israël ». Mais vous avez raison, sur l'analyse, à quel point, j'ai été le premier à le dire, sur à quel point la diplomatie française est gênée par ça, et les tergiversations de la diplomatie française, je suis parfaitement d'accord, mais c'est faire beaucoup de crédit
à ce qu'ont fait les Insoumis aujourd'hui que de dire que c'est cette non-réponse qui a provoqué ça. Ils fondent it is a provocation, comme dirait l'ancien président Chirac. On voit très bien que ça a des visées. C'est une stratégie autonome qui a des visées électoralistes. Et si votre analyse est vraie, je ne pense pas qu'il y ait un lien de cause à effet entre ce que n'a pas dit Gabriel Attal et ce qu'a fait Sébastien Delegure. Je ne parle pas de lien de causalité. Mais je tiens à cette impression d'ambiguïté et qui nourrit in fine de la tension, non seulement dans la vie politique, c'est-à-dire entre les responsables politiques, mais aussi dans la vie publique et dans l'espace public en général. Moi, je suis un peu les relations internationales et la politique interne, parce que je considère que tout cela est imbriqué. Et je n'ai pas beaucoup d'exemples où précisément je ne suis pas sûr de la position française sur un dossier aussi important. On n'est pas clair. Et cette absence de clarté nourrit la tension. On peut construire un raisonnement complexe, équilibré, dès lors qu'il est bien argumenté, bien acharpenté. Mais on n'ose pas le défendre, le construire. Et ça donne, je pense, ça nourrit cette impression-là. Je vous donne juste un exemple qui nous avait opposé à l'époque déjà. C'est la présidente de l'Assemblée nationale. Je me souviens très bien qu'à la suite du massacre du 7 octobre, elle avait clairement exprimé un soutien inconditionnel à Israël. Non, on était d'accord. Elle avait exprimé un soutien inconditionnel à Israël. Quelques jours plus tard, à peine, lorsque les premières images de la réaction de l'armée israélienne nous sont parvenues, elle a remis en cause sa propre parole, alors que tout était écrit noir sur blanc, comme si elle ne savait pas qu'il y avait un journal officiel, ce qui est assez remarquable. Elle dit qu'elle n'avait jamais dit ce qu'elle avait dit. Donc, vous voyez, on a quand même parmi nos principaux responsables politiques des gens qui ne sont peut-être pas à la hauteur de l'événement. On en a besoin. Et malheureusement, j'allais dire, ça ne se limite pas à quelques personnages aussi saugrenus ou exubérants. Malheureusement, j'ai l'impression qu'un certain nombre de responsables politiques n'arrivent pas à prendre la hauteur ou la dimension qu'il faudrait pour l'événement. Alors, sur Yael Braun-Pivet, j'étais tout à fait d'accord pour dire qu'on ne peut pas accorder un soutien inconditionnel. Je trouve que mettre à peu près sur le même non, c'est pas ça. C'est qu'elle a dit qu'elle n'avait pas dit. Bien sûr. Deux énergumènes qui sont franchement scandaleux. C'est-à-dire ce qu'ont fait David Guiraud et Meyer Habib est une catastrophe pour la démocratie française. Ce sont les plus extrêmes de leur camp. David Guiraud est, comment dirais-je, les choses avec diplomatie, et celui qui est certainement le plus proche de la cause palestinienne au sein des Insoumis. Il avait tenu à Tunis des propos inqualifiables, et Meyer Habib est un ami personnel de Benyamin Netanyahou, très proche de la droite netanyaliste et qu'on peut qualifier de suprémaciste juif. Que ces deux-là s'opposent dans ces termes-là au sein de l'Assemblée nationale est une catastrophe pour la démocratie française. Et voilà, je trouve que quelles que soient les petites bêtises qu'ont dit Yael Braun-Pivet et d'autres, on peut difficilement comparer ce qu'ont fait ces deux-là et les approximations des uns et des autres. Moi, ça ne me dérange pas que deux personnes qui ont des points de vue totalement opposés, quelqu'un proche des suprémacistes israéliens et quelqu'un d'autre qui est proche des mouvements du courant les plus durs des Palestiniens, s'opposent. Moi, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est les termes du débat. Absolument. C'est la violence des propos et l'absence de perspective politique. Parce que dans aucun des propos, il y a effectivement une perspective politique et l'énonciation d'une solution possible et d'une façon claire, simple et nette. Alors, et là, William Habib parlait d'audace, que la France n'avait peut-être pas l'audace. 3 pays de l'Union européenne ont eu cette audace. En tout cas, ils ont confirmé aujourd'hui ce qu'ils avaient annoncé le 22 mai. Officiellement, ils reconnaissent un État palestinien. Il s'agit de l'Espagne, de l'Irlande et de la Norvège. Les 3 pays l'une n'est que symbolique finalement. Ou est-ce que ça peut vraiment avoir un impact ? Non, ça a un impact parce que là, pour le coup, ce sont des États qui n'ont pas forcément une histoire pro-palestinienne. Ils n'ont pas de mauvaise relation historique avec Israël. Donc, on ne peut pas leur faire de procès d'intention. Non, ils ont voulu marquer le coup. Ils considèrent que ce qui se passe est tellement grave qu'il faut réagir. Le problème, c'est que la réaction, pour l'instant, ne prend pas la forme de sanctions. Donc, dans la mesure où elle ne prend pas la forme de sanctions, comme ce qu'on peut voir à l'encontre de la Russie, eh bien, d'autres pistes sont explorées, notamment des actes politiques forts, comme la reconnaissance de la Palestine. Et je le souligne parce que malheureusement, c'est une question qui souvent fait l'objet de confusion. La reconnaissance est un acte unilatéral
par définition, j'ai entendu un certain nombre de responsables politiques dire mais non, c'est pas le moment de reconnaître la Palestine parce que c'est un acte unilatéral. Mais oui, par définition, reconnaître un autre État relève de notre souveraineté. Chaque État prend une position qui lui revient de prendre ou pas. Donc il n'y a pas d'incohérence dans le fait de décider unilatéralement, c'est-à-dire concrètement, sans que les deux parties concernées ne trouvent d'accord entre-temps, de considérer que l'une des deux représente aussi un État. Donc c'est un acte politique très fort qui pourrait aussi être interprété par certains comme une sanction politique à l'égard d'Israël, dans la mesure où on connaît la position israélienne en la matière. Mais je pense que ce n'est pas dans une visée coercitive, c'est une manière de dire il faut avancer dans une voie qui est politique et non plus strictement militaire. Et l'une des étapes de cette construction politique doit se matérialiser par la reconnaissance de la Palestine. Patricia Lémonière, ces trois pays changent la donne diplomatique et géostratégique. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est un geste positif pour le monde dans son ensemble. Pourquoi ? Ça permet de casser une espèce de schéma binaire, voire manichéen, opposant d'un côté le monde occidental, de l'autre un Sud global, les deux étant plus ou moins réels, consistants et fictifs à la fois. Donc c'est bien de remettre en cause aussi ce schéma un peu binaire, en disant non, regardez, je vais donner un exemple du côté pro-israélien. L'Inde, par exemple, est pro-israélienne. L'Inde de Modi, en tous les cas. Et aujourd'hui, nous avons des États européens qui reconnaissent Israël naturellement, qui ont des bonnes relations historiques avec Israël, mais qui reconnaissent désormais l'État palestinien pour finalement trouver une solution politique à ce conflit. Par ailleurs, vous avez très justement rappelé les raisons de la position des puissances occidentales. Un mélange finalement entre intérêts stratégiques, parce qu'Israël est notre principal allié au Moyen-Orient, et des raisons mémorielles ou históro-mémorielles, qu'on comprend très bien eu égard au génocide juif qu'ont commis des Européens, les Allemands d'abord, mais d'autres Européens sont impliqués directement dans ce génocide. Il y a un troisième élément, en tout cas un troisième type d'argument qui est avancé. On l'a beaucoup entendu, notamment dans le débat public franco-français, c'est Israël est une démocratie. Or, précisément, il y a une confusion extraordinaire autour de cet argument qui est avancé, qui est développé comme un argument d'autorité. Je l'ai entendu dernièrement dans la bouche notamment du président du Sénat, M. Larcher, qui a réagi au mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou en disant c'est inconcevable finalement de comparer le Hamas à Israël, ce qui n'est pas l'objet des mandats. Mais c'est inconcevable parce qu'Israël est une démocratie. Mais précisément, dès lors que vous êtes une démocratie, ça ne signifie pas que vous avez un bouclier d'impunité. C'est pas ça. Ça n'existe pas déjà formellement, juridiquement. Devant la Cour internationale de justice ou devant la Cour pénale internationale, vous ne pouvez pas vous présenter en disant « je suis un État démocratique ou un dirigeant démocratique et donc je ne peux pas être poursuivi pour mes actes », ça n'existe pas. Et plus largement, lorsque vous êtes un État démocratique, normalement, vous devriez, les obligations internationales vous obligent d'autant plus. Le respect des valeurs fondamentales du droit international, le respect du droit international des droits de l'homme, vous oblige d'autant plus. Et donc, il y a un argument vraiment qui relève précisément, qui révèle la dimension passionnelle et irrationnelle autour de ce conflit. Je voudrais juste rajouter, il faut que je sois bref, je le sais, c'est que cette crise actuelle pose aussi le problème de la justice internationale. On a cru à cette justice, et là, est-ce que ces recommandations vont être ou non bafouées ou vont être à terme appliquées? C'est une vraie question, et si la justice internationale n'arrive pas à s'appliquer et est remise en question sans arrêt, même par nos démocraties en quelque sorte, eh bien c'est la fin de l'ordre international. Juste un petit mot sur ce point. Dernier, parce que je veux vous entendre aussi sur la situation sur le terrain. Parce que je pense qu'il ne faut pas confondre les responsabilités. La Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale ont bien compris que c'est des choses différentes. Non, mais jouent très bien leur rôle. Oui. Elles sont chacune compétentes pour des domaines différents, mais elles ont pris leurs responsabilités. Qui ne joue pas ou qui ne répond pas à ces obligations? Ce ne sont pas ces juges, ce sont les États. C'est eux qui ont mis en place ces cours et qui, une fois qu'elles jouent leur rôle, disent écoutez, finalement, ces décisions, très bien, mais on ne va pas les respecter. Qu'il s'agisse d'Israël ou qu'il s'agisse de Joe Biden, qui a qualifié
l'initiative du procureur de la CPI de scandaleuse. Sans parler des pressions qui ont été révélées hier ou avant-hier par le Guardian, le journal anglais, qui montre les pressions, mais c'est plus que des pressions. C'est plus que des pressions, c'est des menaces très fortes sur l'ancienne procureure qui et l'actuelle, mais les pressions sur l'ancienne procureure étaient presque d'attenter à sa famille. Et à sa personne. Donc, à sa personne et à sa famille. Mais quand on vous menace, vous craignez moins pour vous que pour vos enfants et vos proches. Pour être plus clair, le Mossad a menacé très concrètement. Et on n'a qu'à lire le Guardian et tout est très bien expliqué dedans. On va revenir à la situation sur le terrain. Vous montrez aussi les dernières images de la région. Regardez des images de chars israéliens déployés à Rafah, à la lisière sud de la bande de Gaza. Des engins qui progressent dans le centre-ville. Les habitants font aussi état d'affrontements entre soldats israéliens et groupes armés palestiniens au même endroit. Et dans le même temps, les bombardements se poursuivent. On va revenir à présent sur la frappe israélienne qu'aurait fait, selon le ministère de la Santé à Gaza, 45 morts et 249 blessés. Y revenir avec vous, Nicolas Carvalho. Bonsoir. Nicolas, vous appartenez à la cellule Vrai ou Faux. On va essayer avec vous de mieux comprendre les conditions dans lesquelles cette frappe a eu lieu. Elle fait énormément polémique. Et notamment revenir sur le camp de déplacés palestiniens. Nicolas, il y a un débat pour savoir si oui ou non ce camp se situait en zone protégée. Oui, pour répondre à la question, il faut regarder où se situe précisément cette zone de déplacés. On va le voir, le camp touché par la frappe revendiquée par Israël, le voici, un camp baptisé Camp de la paix écorécien 1, comme l'indique ce panneau. Il est situé au nord de Rafah, on va le voir sur une image satellite qui date d'avant l'arrivée des déplacés gazaouis, donc on ne voit pas encore les tentes sur ces images, c'est juste à côté d'un centre humanitaire géré par les Nations Unies et reconnu comme zone humanitaire par l'armée israélienne en décembre dernier. Le camp touché se trouve ici, à quelques dizaines de mètres, et ce camp est situé dans une zone très étendue de tentes et de déplacés palestiniens. Et il y a deux versions qui s'opposent sur le statut de cette fameuse zone. Pour les organisations humanitaires, on va le voir, je cite, « Cet endroit a été désigné par l'occupation israélienne comme zone humanitaire et les citoyens ont été contraints d'y évacuer, quand l'armée israélienne, de son côté, répond, je cite encore, « Contrairement aux mensonges du Hamas, la frappe n'a pas eu lieu dans la zone humanitaire d'Al-Mawassi. » Alors, comment démêler le vrai du faux? Qui dit vrai? D'abord, on va regarder la carte partagée par l'armée israélienne, où on voit clairement une zone humanitaire délimitée en gris clair, et la localisation de la frappe en rouge sur la gauche de la carte, située donc en dehors de cette zone. D'après nos recherches, cette frappe a effectivement eu lieu à cet endroit, sauf que ce que l'armée israélienne ne précise pas, c'est qu'elle a envoyé des prospectus aux Gazaouis annonçant l'extension de cette zone protégée. C'était il y a plusieurs semaines. Voici ce fameux document publié en arabe par un compte officiel de l'armée israélienne qui montre cette fameuse zone protégée avec ce message: désormais, la zone humanitaire s'étendra au bloc 2373, 2371 et 2360. Voici le bloc 2371 sur la gauche en bleu sur la carte, et en comparant avec la carte précédente, on voit que la frappe a eu lieu donc à peu près dans cette zone. Le camp se situe donc bien dans cette zone protégée? En partie, en fait, il y a plusieurs milliers de tentes sur cette zone qui est à cheval sur les deux zones délimitées par l'armée israélienne, la 2371 annoncée comme protégée, la 2372 qui ne l'est pas. Vraisemblablement, la frappe aurait plutôt eu lieu à quelques dizaines de mètres au sud de la frontière, donc côté 2372. Ça, c'est un peu un détail, mais je rappelle que les déplacés palestiniens ont reçu cette fameuse communication sous forme de flyer avec une carte à cette échelle, l'échelle de la bande de Gaza. Quand on circule entre les tentes, c'est quasiment impossible de savoir de quel côté on se situe. Donc, en résumé, suivre le marquage très précis annoncé par les cartes israéliennes, ça n'a pas beaucoup de sens. Ce qui est sûr, c'est que ce camp de déplacés est situé juste à côté d'un entrepôt des Nations Unies reconnu comme zone humanitaire par l'armée israélienne, un endroit où les déplacés étaient donc censés être en sécurité. Merci beaucoup, Nicolas Carvalho. On précise aussi que face à cette situation, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé d'une réunion en urgence qui se tiendra donc à 21h30 heure française. On parle de consultation fermée, c'est un petit peu différent. Je voulais vous poser la question, Bernardi, sur cette légitime défense, qui a été une expression que Israël a longtemps utilisée dans ce conflit depuis ces 8 derniers mois. Où se situe la frontière entre la légitime défense et puis le droit international auquel chaque État doit se soumettre? Comment on fait pour... Juste un complément. Merci pour votre travail déjà, parce que la dimension factuelle autour de ce conflit n'est pas facile à mettre sur pied. Juste rappeler qu'au-delà des précisions autour de ce qui s'est passé à Rafah, quelques jours avant, on a eu une ordonnance de la Cour internationale de justice qui exigeait tout simplement d'arrêter l'offensive. Et en tant qu'État membre
du système onusien, Israël devait se conformer, tout simplement. Tous ces appels sont inaudibles depuis le début. Oui, mais c'est pas un appel, là, c'est une décision de justice internationale. Je veux dire, on est dans une dimension incroyable. La justice bafouée ou pas. Oui, mais c'est pas le problème. Qu'est-ce que vous en concluez? Mais j'en conclus que c'est pas le problème. La Cour internationale de justice joue son rôle, essaye de faire entendre la parole du droit, et c'est bien un État et des États qui ne veulent pas l'entendre. Donc vous voyez, la responsabilité, c'est pas celle de la justice internationale, encore une fois, mais celle des États. Pour répondre à votre question, c'est toujours la même équation qu'au départ. Moi, j'ai toujours été très clair sur ce point parce qu'il y a eu quelques débats, mais dès lors qu'Israël était attaqué le 7 octobre sur son territoire et contre sa population civile, quelle que soit la nature de l'entité qui l'a attaqué, il y a un droit à la légitime défense qui pouvait et devait s'exercer pour Israël en tant qu'État souverain, tout simplement. Ce qui ne remet pas en cause le statut de territoire occupé du côté de Gaza, mais la légitime défense s'entend pleinement. Le problème, c'est que la légitime défense, en droit international, comme en droit pénal français, vous savez, ça ne veut pas dire que vous avez un blanc-seing pour faire ce que vous voulez. Sinon, on bascule du droit à ce qu'on appelle la vengeance. Et ça, c'est le critère de ce qu'on appelle la civilisation. Le jour où on s'est mis d'accord en société nationale ou internationale pour dire, en fait, c'est pas la loi du plus fort, il y a une loi et on va s'y conformer pour régler des conflits, c'est ce qui a fait qu'on a avancé. Et que dit donc le droit international, pour être plus concret? Eh bien, la légitime défense d'Israël est tout à fait reconnue et fondée. Toutefois, ça ne signifie pas qu'Israël a le droit de bombarder des bâtiments civils, des civils, d'exercer un blocus total qui a nourri une situation de catastrophe humanitaire, voire de famine, etc. Et qui, aujourd'hui, des situations qui sont qualifiées par la justice internationale comme constitutives, finalement, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, voire de génocide. En tout cas, le risque a été reconnu par la CIJ. L'avis de Patricia Lémonière et apparaît, on ira prendre celui de nos téléspectateurs et leurs questions surtout. Oui, enfin, je pense que Benjamin Netanyahou, pour l'instant, même si il n'aime pas, il a tout fait pour que ces décisions de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale ne soient pas prises, néanmoins, il ne changera pas pour l'instant de stratégie, même s'il y a moins d'emplois de bombes d'une tonne, etc. Moi aussi, ce qui me choque énormément dans cette histoire, c'est que de voir que les Palestiniens obéissent à des déplacements de population qui ne sont pas reconnus sur un plan légal aussi, et avec des numéros. Vous allez dans telle case et dans telle case, et là on a frappé peut-être dans la case d'à côté, et il y a eu des éclats de bombes qui sont tombés dans votre case. C'est regrettable, c'est un incident. Je trouve ça un mépris pour les populations civiles, et d'ailleurs dans sa réponse à la Cour internationale de justice, l'État israélien était très clair, et il dit très précisément: mais nous n'accomplissons pas un génocide, donc votre avis est nul et non advenu. On va se tourner vers Myriam Bounafo qui suit attentivement les questions que nous posent nos téléspectateurs en vous écoutant commenter l'actualité. Myriam. Vous avez ce QR code, vous n'hésitez pas, c'est votre moment, posez-nous toutes vos questions. Alors souvent, c'est les questions les plus simples que nous posent les téléspectateurs et souvent les plus importantes. Vous le disiez tout à l'heure, beaucoup de pays ont reconnu l'État de la Palestine, 146 pays, ça fait 70% des membres de l'ONU. La question d'Aurélien: combien de pays doivent reconnaître l'État de Palestine pour que ce pays devienne un État, et quelle serait l'étape suivante? Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Il n'y a pas de seuil, en fait. Il n'y a pas de seuil. Comme je vous l'ai dit, la reconnaissance, c'est pas une décision collective. C'est d'abord une décision individuelle de chaque État et même de chaque organisation internationale. À s'autoproclamer, vous voulez dire? À reconnaître telle ou telle entité comme étant une entité étatique. Ça donne quoi concrètement par rapport à la Palestine? Vous avez l'UNESCO qui reconnaît l'État de Palestine. L'ONU ne reconnaît pas en tant que tel encore le statut plein et entier de la Palestine comme État membre de l'ONU. Donc même parmi les organisations internationales, elles ne sont pas d'accord sur le statut et sur la reconnaissance de la Palestine comme État. Eh bien, donc ce qu'on appelle... Pardonnez-moi, je vais faire un mélange entre votre réponse et la question d'Aurélien, puisque 70% des membres de l'ONU reconnaissent cet État. Combien en faudrait-il au sein de l'ONU pour que l'ONU le reconnaisse? Alors, si on se base simplement sur l'ONU, en fait, le pouvoir de décision, il est aux mains du Conseil de sécurité, en fait, pas de l'Assemblée générale. Si c'était l'Assemblée générale, c'est l'organe de l'ONU où sont représentés tous les États membres.
là, la question du seuil aurait un intérêt. Mais malheureusement, pour les Palestiniens, c'est le Conseil de sécurité qui décide du changement de statut d'une entité au sein de l'ONU et donc de la reconnaissance d'un État membre de l'ONU. Or, les États-Unis, en tant qu'alliés stratégiques et inconditionnels d'Israël, exercent régulièrement leur veto, en tout cas l'exercent à chaque fois que la question est posée au Conseil de sécurité. Et pour mémoire, il y a encore quelques jours, 2 semaines maximum, une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies a à nouveau appelé à la reconnaissance de la Palestine comme État membre de l'ONU et a appelé le Conseil de sécurité à en tirer toutes les conséquences. Alors, évidemment, quand on parle reconnaissance d'un État, nos téléspectateurs se demandent, oui, pour le principe, c'est ce que nous dit Véro, d'accord pour un État palestinien, mais qui va le gouverner? Le Hamas, demande-t-elle, et c'est la même question que pose Moaz, sachant que l'autorité palestinienne est impopulaire parmi les Palestiniens, quel futur gouvernement palestinien pourrait gouverner pour garantir la paix dans cette région? Alors, pour l'instant, c'est toute la question. On voit bien que Benjamin Netanyahou et son gouvernement se refusent pour l'instant à envisager un quelconque futur et se refusent à discuter, à dialoguer, même avec l'autorité palestinienne qu'ils jugent totalement décrédibilisée, ce qui n'est pas faux au sein de la population palestinienne. Donc pour l'instant, il n'y a personne vis-à-vis des autorités israéliennes pour discuter. La communauté internationale, elle, continue à soutenir effectivement le rôle et le potentiel que représente l'autorité palestinienne en disant qu'il faudrait effectivement revoir effectivement cette autorité, refaire des élections, avoir un autre responsable puisque Mahmoud Abbas est totalement décrédibilisé. Il gouverne depuis bientôt 20 ans seul et avec bon nombre de personnages autour de lui qui sont accusés de corruption. Donc ça ne peut pas marcher. Ce qui est intéressant, c'est que le Hamas, dans des discussions un peu closes, je vais dire, qui se déroule au Qatar, eh bien, certains membres du Hamas se seraient dit prêts à rentrer dans le cadre d'une autorité palestinienne revue et corrigée, et ça, évidemment, pour les Israéliens, il en est hors de question. Donc, le vrai problème aujourd'hui, c'est de savoir avec qui discuter pour les autorités israéliennes. Les autorités israéliennes se refusent à envisager le jour d'après. Donc tant qu'elles n'envisageront pas le jour d'après, on ne pourra pas avancer sur cette gouvernance palestinienne, même si les États arabes, là, viennent de se réunir entre eux et ont tenté de proposer un plan pour le jour d'après, mais tout ça, ce ne sont pour l'instant que des mots. Beaucoup de questions sur la situation sur le terrain qu'on évoquait à l'instant. Amar qui vous demande, le gouvernement israélien dans cette escalade n'est-il pas tombé dans le piège du Hamas? J'ai l'impression qu'il est tombé dans son propre piège dès lors qu'il a posé comme objectif depuis le départ la destruction du Hamas. C'est un objectif qui n'est pas réalisable concrètement, structurellement. Donc à partir du moment où dès le premier jour, l'objectif qui a été avancé officiellement par à la fois le gouvernement israélien et l'état-major de l'armée, la destruction du Hamas, c'est une impasse qui s'est dessinée. Alors le débat, c'est de savoir si c'était une impasse voulue, volontaire d'une certaine manière, parce qu'en même temps, ça donne une forme de carte blanche à l'armée, notamment s'agissant de la durée de l'opération. À partir du moment où vous savez que vous n'allez jamais détruire effectivement le Hamas, c'est une manière aussi de pouvoir justifier ad vitam votre présence à Gaza. La question de Mélik, quels moyens dispose l'ONU pour obliger à un cessez-le-feu? Pour l'instant, enfin, si vous voulez, les seuls qui ont les moyens aujourd'hui sont les États-Unis. On le sait, on l'a dit, on l'a répété, c'est l'embargo sur les armes, c'est sur les livraisons d'armes. Et les États-Unis, que ce soit Joe Biden ou que ce soit Donald Trump, bien que Donald Trump est imprévisible, en tout cas, les républicains ne veulent pas en entendre parler. Donc, quant à l'ONU, il faudrait effectivement, comme on l'a dit, que le Conseil de sécurité se décide à voter unanimement une résolution contre Israël, ce qui ne se passera jamais. Donc malheureusement, pour l'instant, et c'est bien toute la crise des organisations internationales post-Seconde Guerre mondiale qui se pose aujourd'hui, c'est l'impuissance des Nations Unies, dont on a beaucoup parlé. Certains disaient qu'il fallait revoir le Conseil de sécurité qui n'était plus adapté à gérer les affaires d'aujourd'hui. Cette question va bien ou alors très cynique pour nos téléspectateurs qui s'y connaissent bien moins bien que vous en diplomatie.
diplomatie ou en droit international, de dire que finalement ces instances vers lesquelles on se tourne pour espérer une paix, un cessez-le-feu, le monde doit se reconstruire. Inaudible ou inefficace. Le monde doit se reconstruire. On n'est plus dans la génération de l'après-guerre et nos outils, effectivement, sont dépassés, je crois, aujourd'hui. En fait, vous voyez, on revient à la distinction entre l'Assemblée générale des Nations unies, qui est très démocratique, puisque chaque État membre de l'ONU a une voix. Et donc, il y a un statut d'égalité entre les États au sein de l'Assemblée générale. Et de l'autre, vous avez le Conseil de sécurité, qui est l'organe décisionnel, celui qui a un pouvoir de décision au sein de l'ONU, mais où, précisément, certains États, ce qu'on appelle les États membres permanents, disposent d'un droit de veto et donc d'un droit exorbitant par rapport aux 10 autres membres, qui, eux, ne sont pas permanents. Et ces 5 membres sont essentiellement issus d'une configuration post-Seconde Guerre mondiale. Et effectivement, cette configuration-là ne représente plus les équilibres mondiaux, la représentation du monde en ce début du 21e siècle, ce qui, in fine, sape la légitimité de tout l'édifice. La question simple et très intéressante de Mo et Marie-Aude, je vous rappelle, c'est votre émission, vous avez ce QR code, vos questions arrivent en direct sur cette tablette. Marie-Aude, j'aime beaucoup la façon avec laquelle elle s'interroge. Elle dit pourquoi c'est Israël qui décide s'il doit y avoir 2 États ou non. Elle réagissait à ce que vous disiez à l'instant, c'est la même question posée autrement que pose Mo. Pourquoi Israël ne veut pas d'un État palestinien? C'est Israël qui a les choses entre les mains, comme le laisse entendre Marie-Aude? Concrètement, vu la situation territoriale, parce que c'est un conflit territorial qui prend une dimension coloniale, et forcément la puissance occupante, on ne pourra pas lui opposer, on ne pourra pas lui imposer un État sur un territoire qu'elle revendique. Israël est une puissance occupante en Cisjordanie et même à Gaza, puisqu'il y a un blocus qu'elle exerce. Et donc, si vous voulez créer un État palestinien digne de ce nom, vous avez besoin de la coopération d'Israël pour qu'il remette d'abord en cause son statut d'occupant et, deuxièmement, de cesser sa politique de colonisation qui elle, pour le coup, s'inscrit dans une politique 4-5 décennies et qui, justement, rend aujourd'hui relativement fictive l'idée même d'un État palestinien sur un territoire viable, dans la mesure où, finalement, les colonies se sont tellement démultipliées que le territoire où vivent des Palestiniens aujourd'hui en liberté, j'allais dire, ne peut pas correspondre à un État viable. On en revient à ce vœu pieux de 1948, finalement. C'est-à-dire que c'était l'idée de départ, en fait, de pouvoir trouver un État à tous. En fait. Mais je veux juste ajouter un petit mot précis, c'est que pour parler de ce patchwork qui existe en Cisjordanie, de cette impossibilité aujourd'hui qu'ont certains d'envisager 2 États même, il faut voir que moi, quand j'étais en poste à Jérusalem, dans les années 90, il y avait 70 000 à peu près colons. Aujourd'hui, dans la même Cisjordanie, il y a 800 000 personnes. Vous vous rendez compte la différence? Et l'autorité palestinienne n'a vraiment d'autorité, de vraie autorité, que sur 13% de ce territoire. Donc, quand on parle de créer un État palestinien, il faut aussi se rendre compte de ce qu'il faut faire. C'est un gigantesque travail. Certains envisagent aujourd'hui de dire mais il faudra un État qui rassemble tout le monde. Et là aussi, c'est inenvisageable. Mais vous y croyez, vous, personnellement? Il pourrait exister un jour cet État palestinien? Le travail, je veux dire, je crois qu'on ne peut pas on ne peut pas avoir de paix au Proche-Orient sans prendre en compte la cause palestinienne et la nécessité, la cause, mais créer la nécessité que ce l'imposer à l'ONU est un État. Ce peuple vit à une terre, il y a un autre peuple qui a une terre, et c'est une terre pour 2 peuples. Et c'est un peu compliqué. Vous y croyez? Vous espérez le voir exister? Mais, en fait, vous mobilisez des parties différentes du cerveau. Est-ce que vous croyez qu'il existera un jour? Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que lorsqu'on écoute même des responsables ou des intellectuels israéliens, lorsqu'on écoute des intellectuels israéliens comme Eli Barnavi, qui était aussi ambassadeur d'Israël à Paris, il vous dit qu'en vérité, si on laisse les 2 protagonistes face à face, il n'y aura pas de solution parce qu'il n'y aura pas d'accord et de compromis. Il faut une force extérieure, une tierce puissance, soit collective, soit individuelle. Sauf que l'imposer à des partis qui n'en veulent pas ne devrait pas... Effectivement, et c'est là où on en revient à une réalité politique qu'on a du mal à prendre en considération, parce que
depuis le 7 octobre, c'est comme si ce conflit avait commencé le 7 octobre. J'allais dire presque malheureusement non. Et pourquoi je dis cela? Parce qu'une fois que cette séquence sera terminée, on va revenir à une normalité du conflit. Et qu'est-ce que la normalité de ce conflit? Et qui est indépassable aujourd'hui lorsqu'on écoute l'essentiel des responsables israéliens, personne ne remet en cause les situations d'occupation et de colonisation. On nous parle de M. Gantz, de M. Lapide, pardon. Franchement, écoutez-les, tout simplement. Personne ne remet en cause le fait que la Cisjordanie a vocation à intégrer l'État d'Israël. Maintenant, c'est carrément explicité. Et on a même un saut qualitatif. Parce que je crois que le pourquoi, même si vous avez donné des éléments, je ne suis pas sûre que ce soit très clair pour nos téléspectateurs, pourquoi Israël ne veut pas d'un État palestinien? Vaste question. Déjà, écoutez ça. Cette guerre, ce qui est le plus difficile à admettre, c'est en fait les horreurs auxquelles on a pu voir le 7 octobre comme après, c'est la déshumanisation de l'autre. Et plus largement, si on veut comprendre le conflit israélo-palestinien, c'est l'incapacité à reconnaître l'existence de l'autre, en fait. En Israël, si l'idée d'un État palestinien ne s'impose pas, c'est parce que l'existence du peuple palestinien est une réalité qui ne s'impose pas encore. Il y a une présence, il faut faire avec, il faut la gérer militairement, mais le fait de coexister avec une entité souveraine, ça c'est un saut, j'allais dire presque dans l'imaginaire israélien. Une reconnaissance, c'est le mot qu'on employait tout à l'heure pour l'État, c'est ça? Aujourd'hui, c'est totalement impensable. Aujourd'hui, c'est totalement impensable. Et depuis effectivement l'arrivée du Premier ministre au pouvoir, qui remonte à très longtemps maintenant, il y a eu une bascule à l'intérieur des mentalités, à l'intérieur même d'Israël, c'est-à-dire que non, ce n'était pas qu'on ne voulait pas d'État palestinien, c'était qu'on ne pensait même pas aux Palestiniens. Ils n'existaient pas, ils étaient hors du champ. Ils revenaient dans le champ qu'au moment des intifadas, la première, la seconde, et des attentats. Et c'est à ce moment-là, d'un seul coup, qu'ils se rappelaient à Israël pour être aussi vite chassés avec ce projet, qui est vraiment un projet qui est poursuivi par le Premier ministre, qui est effectivement d'arriver à une occupation complète, coloniale, de la Cisjordanie, et ma foi, ça serait très bien que les Palestiniens quittent Gaza, ça serait quand même l'idéal, où ne reste que quelques-uns qui soient suffisamment dociles. C'est un projet qui est très clairement pensé et explicité dans le pays. Alors, pour les Israéliens dans leur ensemble, la jeunesse, il y avait des mouvements pour la paix en Israël, des gens qui militent. Aujourd'hui, il y a encore des militants et qui prennent beaucoup de risques personnels parce qu'ils sont ostracisés, qui vont dénoncer les tortures qui se produisent dans des prisons où sont détenus des Palestiniens dans le désert du Negev. Donc il y a ce mouvement-là qui existe, qui dénonce. Mais il est très minoritaire. Et donc, mais ça ne veut pas dire que l'État palestinien est actuellement concevable. Mais pourquoi ne le sera-t-il pas un jour? Alors ça, c'est pour Israël. La question de Simon, pourquoi l'État français ne reconnaît pas l'État palestinien? Là, c'est parce que l'ambiguïté, comme on l'a dit tout à l'heure, l'ambiguïté stratégique, à la limite, que notre président aime mener vis-à-vis de la Russie, il aime la mener vis-à-vis de la France. J'ai envie de dire, nous avons en France, en cette période préélectorale, deux communautés très fortes, qui sont la communauté musulmane et la communauté israélienne. Et juive, excusez-moi, c'est la deuxième fois que je fais l'erreur. Et la communauté juive, c'est deux communautés très fortes, en ce moment, très émotives. Et donc, ce n'est pas le moment, je crois, pour des raisons aussi de politique intérieure. C'est le mot employé par l'exécutif. Ce n'est pas le bon moment pour... Mais oui, mais pour lui, je fais de l'analyse. Je dis que ce n'est pas à ses yeux. Je ne dis pas que c'est à mes yeux. Soyons clairs sur cette définition. Ce n'est pas à ses yeux le bon moment. Et puis, par rapport aussi... Il faut savoir que la France actuellement pousse une résolution au sein des Nations Unies pour essayer d'avancer aussi sur ce débat-là, et aussi pousse à et dans des négociations avec les États arabes pour parler de l'État de demain. Alors, c'est clair qu'il y a une dimension très interne. Et on sait que ce conflit est exceptionnel vu de France et d'ailleurs aussi dans d'autres pays. C'est un conflit exceptionnel parce qu'il a une résonance interne exceptionnelle. Et donc, ça donne notamment
cette difficulté de notre diplomatie à définir une politique claire et cohérente. Je vais vous laisser continuer de développer, oui. Parce que Sam vous écoute et vous disiez c'est peut-être pas le moment. Alors il vous dit, la France attend quoi pour reconnaître l'État de Palestine, l'extermination du peuple pour faire face? Et c'est en cela que, justement, je ne pense pas que c'est simplement la séquence actuelle qui explique ces tergiversations. Preuve en est, il suffit de citer un exemple, c'est la mesure, l'engagement du candidat François Hollande, le présidentiel 2012. Parmi ses engagements, il y avait la reconnaissance de l'État palestinien. Il a exercé le pouvoir pendant 5 ans, il n'a jamais franchi le Rubicon, et il n'y avait pas de guerre particulière. C'est tout simplement le fruit d'éléments complexes, encore une fois que je vais rappeler rapidement, 3 éléments. Premier élément, une dimension historique et mémorielle. En Europe en général et en France en particulier, il y a ce sentiment très fort de la classe politique, une responsabilité vis-à-vis des Juifs d'Europe et du destin d'Israël en lien avec la Shoah. Deuxième élément, Israël est un allié stratégique de la France, et là c'est l'État en tant que monstre froid qui s'exprime et qui voit dans Israël quand même un allié stratégique dans une région instable. Et troisième élément, le troisième élément est lié précisément à une évolution malgré tout de la politique étrangère de la France. Il n'y a pas de statu quo. La ligne diplomatique de notre pays en la matière est de plus en plus pro-israélienne. Faut pas, si on s'inscrit dans un temps long, hein, si on remonte à 67. Un peu plus provocante que vous, bien sûr, oui. Vous connaissez nos téléspectateurs. Est-ce que la France est un État sioniste ? Si on prend la déclaration faite lors du voyage du président de la République immédiatement après le 7 octobre, la réponse pourrait presque dire la France n'est pas un État sioniste puisqu'il ne le déclare pas comme tel. Le président de la République n'a jamais tenu les propos qu'a tenus Joe Biden, qui disait il ne suffit pas d'être juif pour être sioniste. C'est ce que disait Joe Biden. Donc le président Emmanuel Macron n'a jamais tenu de tels propos. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse dire que la France est sioniste. La France est une politique, un reliquat de politique arabe qu'elle a eu très, très engagée, ce qui remonte à un certain temps aujourd'hui. Et effectivement, il y a eu une évolution majeure de la politique française qui n'est plus du tout alignée sur les positions qu'avait pu avoir Jacques Chirac à l'époque. Vous évoquez les États-Unis, beaucoup de questions autour de leur rôle. Ad Esp, j'espère que j'écorche pas votre pseudo, pourquoi les USA ne se désolidarisent pas d'Israël? Qu'est-ce qui les lie? Le même interlocuteur vous le disait autrement, quel est l'intérêt des États-Unis? Pourquoi n'interviennent-ils pas contre Benyamin Netanyahou? Pourquoi ne se désolidarisent-ils pas d'Israël? Alors c'est très intéressant parce que grosso modo on pourrait retrouver les raisons qui expliquent aussi la position des Européens en général et de la France en particulier dans leur relation à Israël, mais c'est plus particulier dans le cas américain. Pourquoi? Parce qu'il y a notamment une dimension immatérielle, alors moins liée à la Shoah, parce que les Américains ne se sentent pas responsables du génocide juif en Europe, que par rapport au destin des deux peuples. Les Américains voient à travers les Israéliens et l'expérience de l'État d'Israël, finalement, une reproduction de ce qu'ils ont vécu eux-mêmes, terre pionnière qu'il a fallu concevoir, travailler, suivant une lecture en plus biblique. Et donc, cette mythologie-là est très forte au sein de l'élite politique américaine, sachant qu'en plus, l'un des faits marquants du corps électoral américain, cette fois-ci, vous avez un phénomène lié à ce qu'on appelle les évangéliques, ou les évangélistes à chaque fois. C'est les évangélistes, voilà, exactement, qui, pour le coup, eux, ont également une lecture particulière, on va dire, de la Bible. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez surréaliste, mais qui, in fine, aboutit à un soutien inconditionnel d'Israël et qui font pression sur la classe politique américaine, y compris la Maison-Blanche, pour que précisément ce soutien inconditionnel le soit plus que jamais. Et donc cette donnée, elle est capitale notamment dans le corps électoral républicain, mais elle pèse aussi chez les démocrates, même si elle n'est pas aussi
homogène, je dirais, parce que les démocrates commencent à être un peu plus ambivalents, notamment du point de vue du générationnel. Ils ont un même ennemi aussi, n'oublions pas l'Iran. La question de Moa, je ne comprends pas, dit-il, aucune puissance ne peut empêcher, il utilise l'emploi du mot génocide, faut-il cesser de parler de Conseil de sécurité et de l'ONU? Alors je dirais que moi, effectivement, aucune puissance ne peut empêcher des tueries de masse. Parce que, souvenez-vous le Rwanda, souvenez-vous, enfin pensez à ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, des massacres de masse. Qu'est-ce qui se passe au Soudan? Enfin, je veux dire, on se rend bien compte, on parle aujourd'hui de ce qui se passe à Gaza. Gaza, de par le drame qui s'y joue, nous ferme les yeux, mais dans le monde entier, aujourd'hui, il y a des dizaines de conflits, et certains qui sont accompagnés de tueries de masse. Et ça serait bien qu'on ne les oublie pas non plus, que l'on n'oublie pas, parce que ce qui se passe à Gaza, parce ce qui se passe en Ukraine, tout ce qui se passe dans le monde, et on voit bien, dans tous ces conflits passés, eh bien chaque fois, l'ONU a tenté, envoyer des forces de la paix, mais n'a pas la question d'ailleurs de Ahmed et aller de Mo. très au-delà. Est-il possible d'envoyer des casques bleus? C'est une question qui revient beaucoup dans ma tablette. Ouais. C'est bien, Israël, les Israéliens n'en veulent pas. C'est clair, mais je voudrais revenir sur cet aspect, parce qu'il souligne encore une fois l'exceptionnalité de ce conflit, parce que ça nous a l'air, enfin ça semble évident, mais en fait ça mérite réflexion. Pourquoi ce conflit est si exceptionnel? On a invoqué pas mal d'éléments, pas mal d'arguments, mais il y en a un qu'on n'a pas évoqué. Si on fait plus attention à ce conflit, et s'il suscite aussi une indignation particulière par rapport aux tragédies et aux conflits qui ont lieu ailleurs, c'est parce que, en l'espèce, c'est aussi un allié et une démocratie qui est impliquée. Le régime de Bachar el-Assad, personne ne l'a soutenu en France. Les États-Unis non plus. Je veux dire, on était relativement cohérents. On était en cohérence. Face à la Russie, on fait bloc. Là, on a quand même un allié stratégique. Je veux dire, le président de la République Macron appelle non pas son homologue, mais le Premier ministre israélien, cher Bibi. Cher Bibi, pour exprimer une proximité interpersonnelle qui traduit aussi une relation particulière entre les deux États. Nous n'avons pas cette relation avec les autres personnes ou États qui sont poursuivis par la justice internationale. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir apporté votre éclairage d'ailleurs sur la situation et d'avoir répondu à ces nombreuses questions de nos téléspectateurs. On s'excuse.